Mes sœurs se moquaient de moi parce que j'avais hérité de la vieille station-service de papa, jusqu'à ce qu'elles découvrent le secret à 200 millions d'euros. Et j'ai retourné la situation d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginée. Je m'appelle Jacques, j'ai 32 ans. Je travaillais à la vieille station-service de mon père, qu'on appelait chez papa depuis mon adolescence. Papa François est décédé il y a 3 mois des suites d'un AVC majeur. C'était un homme dur, un vétéran de la guerre d'Algérie, qui a travaillé chaque jour de sa vie jusqu'à ses 75 ans. Mes sœurs Océane et Sophie ont toujours pensé que je gâchais ma vie en aidant le vieil homme à gérer une entreprise en faillite, alors que je poursuivais mes études d'ingénieur le soir. Elles ont toutes les deux quitté notre petite ville perdue dès qu'elles l'ont pu. Océane, 38 ans, est devenue une avocate d'affaires brillante à Paris, et Sophie, 35 ans, est une grande banquière d'investissement à Lyon. Elles venaient nous rendre visite peut-être une fois par an, généralement à Noël, et passaient tout leur temps à parler de leurs appartements chics du quartier latin ou de la presqu'île et de leur maison de vacances en Provence. Moi, j'étais celui qui est resté. Celui qui a aidé papa à tenir les comptes quand sa vue a commencé à baisser. Celui qui a repris la plupart des travaux de mécanique quand son arthrite l'empêchait de tenir une clé. Et celui qui le conduisait à ses rendez-vous médicaux et s'assurait qu'il prenait ses médicaments. Est-ce que la vie que j'avais prévue? Honnêtement, non. Je rêvais de concevoir des moteurs pour le Mans ou la Formule 1, mais la vie est ainsi faite. Vous savez, maman est décédée quand j'étais à l'université, et quelqu'un devait s'occuper du vieil homme. Mes sœurs, elles n'allaient certainement pas le faire. Bref, la lecture du testament de papa a eu lieu la semaine dernière, et mon Dieu, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais mes sœurs sont arrivées dans des tenues de créateurs noirs assorties qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagne en un mois. Tout le temps, elles chuchotaient sur la façon dont elles allaient se partager les économies de papa et ce qu'elles feraient de la maison de vacances au lac d'Annecy. L'avocat, un vieil ami de pêche de papa Maître Dubois, a commencé à lire à mes filles. Océane et Sophie, je lègue la somme de 75 000 € chacune. Vous auriez dû voir leur visage. Le visage d'Océane s'est figé un sourire en coin. C'est tout à-t-elle lâché clignant des yeux, comme si elle avait mal entendu. Puis est venu le vrai choc. Maître Dubois a à peine levé les yeux de ses papiers. À mon fils Jacques, je lègue mon entreprise de station-service, toutes les propriétés, structures et contenus y afférents, ainsi que mon chien Beau. Silence de mort. Puis, Océane a reniflé. La station-service. Celle qui ressemble à un taudis des années 90, elles n'ont cessé de répéter que papa avait clairement perdu la tête vers la fin, et à quel point il était injuste que je l'ai manipulé en restant auprès de lui. Ensuite, Sophie s'est appuyée contre le comptoir, son expression tout en affaires. « Écoute, Jacques, je sais que tu penses que cet endroit a une signification, mais ce n'est qu'un terrain. C'est un casse-tête. Les réglementations seules pourraient te ruiner, et je ne veux pas te voir coincé ici à mener une bataille perdue d'avance. » Océane a ajouté sur un ton de fausse sympathie. Papa était sentimental. On comprend, mais tu es intelligent. Tu as toujours été intelligent. Tu n'as pas à galérer comme lui. Laisse-nous t'aider. Sophie a acquiescé. Prends les 20 000 €. Tire-toi tant que tu le peux. Pas de drame, pas de souci. Ouais, bien sûr. Les mêmes sœurs qui n'ont même pas pris la peine d'appeler papa pour son anniversaire se souciaient soudainement de m'aider. Pour être honnête, pendant une fraction de seconde, j'ai même envisagé d'accepter. 20 000 € n'allaient pas changer ma vie, mais c'était un billet de sortie. Je pourrais enfin quitter cette ville mourante, trouver un appartement ailleurs et peut-être même enfin utiliser mon diplôme d'ingénieur. Fini les pompes à essence cassées, fini les nuits blanches à cause des factures, juste la liberté. Mais ce qu'elles ne comprenaient pas, c'est que pendant qu'elles construisaient leur carrière, c'est moi qui aidais papa à maintenir son rêve en vie, le regardant travailler 18 heures par jour, apprenant tout sur son entreprise et lui tenant compagnie après le décès de maman. La station-service était peut-être sans valeur pour elle, mais c'était la vie de papa. Après la lecture du testament, je suis retourné à la station-service de papa, ou plutôt la mienne maintenant, le relais de François. C'est un endroit à l'ancienne, avec 2 pompes qui fonctionnent à peine, et un garage où nous faisions les réparations. Le panneau à l'avant était délavé depuis des années.
Papa parlait toujours de le repeindre, mais n'a jamais eu le temps de le faire. Beau m'attendait à la porte, comme il le faisait toujours pour papa. C'est un Golden Retriever croisé de 12 ans, avec un museau gris et des hanches fragiles. Il m'a regardé, puis a regardé derrière moi cherchant papa, puis m'a de nouveau regardé avec une expression confuse qui m'a brisé le cœur. Je me suis agenouillé et l'ai serré dans mes bras, et je jure que nous savions tous les deux exactement ce que l'autre ressentait. Je me retrouvais coincé avec une station-service délabrée qui rapportait à peine un vieux chien en deuil qui me suivait partout et 2 sœurs qui voulaient soudainement des réunions de famille au sujet de mon héritage. J'ai passé cette semaine à fouiller le bureau de papa à la station. Le bureau de papa était une capsule temporelle. Chaque reçu, chaque facture et chaque titre de propriété des 40 dernières années soigneusement classés. Au début, ce n'était que de la paperasse, mais ensuite, j'ai remarqué que certains documents avaient des coches bleues ou des pointes rouges, et une carte topographique au fond d'un tiroir portait des marques et des chiffres correspondants écrits de la main nette de papa. Il essayait de me dire quelque chose. Cette nuit-là, tandis que Beau ronflait sous le bureau, j'ai trouvé un compartiment secret dans les tiroirs avec un vieil album photo. Il montrait la station de service à son apogée maman et papa jeunes, et étrangement, des dizaines de photos du terrain envahi par la végétation derrière le garage, certaines marquées de croix et de mesures. Une photo se démarquait. Papa avec un homme en costume, tous deux tenant du matériel scientifique. Au dos, papa avait écrit première confirmation avec Étienne M. Prometteur. Mais qui était ce Étienne M? Et qu'est-ce que papa avait bien pu confirmer? Le lendemain matin, je suis allé vérifier. C'est complètement envahi par la végétation, maintenant des herbes plus hautes que moi, des ronces de petits arbres. Mais j'ai forcé mon passage et j'ai trouvé les restes d'une sorte de structure métallique presque entièrement recouverte de lianes. Aucune idée de ce que c'est, mais papa pensait clairement que c'était important. J'étais sur le point d'enquêter davantage quand la BMW d'Océane est arrivée. Je me suis rapidement dirigé vers l'avant, ne voulant pas qu'elle voie ce que je faisais. Appelez-moi paranoïaque, mais quelque chose me dit que je devrais garder ça pour moi pour le moment. Te voilà, dit-elle, me regardant, comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure chère. Nous devons discuter de cette situation ridicule. Sophie et moi avons convenu d'augmenter notre offre à 35 000 € pour cet endroit. Elle a fait un geste autour d'elle, comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit, son sac de créateur serré contre son flanc. Je n'ai pas l'intention de vendre, lui ai-je dit. Elle a ri. Jacques, sois réaliste. Qu'est-ce que c'est? Et Puis, d'une station-service en faillite, tu peux à peine te payer ton appartement. Prends de l'argent et passe à autre chose. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit, ce qui ne fit que la faire rire plus fort. C'est toujours une question d'argent, a-t-elle répondu. Tu es juste trop naïf pour t'en rendre compte. Avant que je ne puisse répondre, Beau est sorti en boitant du garage couvert de terre après avoir creusé quelque part derrière. Océane a froncé le nez. Ce chien doit être euthanasié. Il souffre. Je n'avais jamais eu envie de frapper ma sœur auparavant, mais il y a une première fois à tout. Beau fait partie de la famille, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Plus que certaines personnes ici. Cela a touché une corde sensible. Nous essayons de t'aider, a-t-elle insisté. Cet endroit est un gouffre financier. Papa était sentimental à ce sujet, mais tu dois être pragmatique. Elle est partie après que j'ai clairement indiqué que je ne vendais pas, mais pas avant d'avoir dit qu'elle reviendrait avec une approche plus formelle. 2 jours après la visite d'Océane, j'ai reçu des documents juridiques. Mes chères sœurs contestaient le testament de papa, affirmant qu'il n'était pas sain d'esprit et de corps lorsqu'il l'avait rédigé. Elles disaient que je l'avais manipulé pour qu'il change son testament parce que j'étais financièrement dépendant de lui. La vérité, c'est que papa avait mis à jour son testament il y a 5 ans, juste après son alerte cardiaque. Je n'étais même pas au courant avant la lecture. J'ai appelé Maître Dubois, qui a juste soupiré et dit « Votre père m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Il va vous aider à vous battre, mais il a dit que vous devriez vous préparer à une bataille acharnée. Vos sœurs ont des ressources. » Il m'a prévenu. Elles peuvent se permettre de traîner ça en longueur. Super. Exactement ce dont j'avais besoin. Une longue bataille juridique que je ne pouvais pas me permettre.
Quelques jours plus tard, Sophie est apparue de nulle part avec un type en costume qui parlait de gros chiffres. Ils offraient 100 000 € pour la propriété, bien plus que la dernière offre de ma sœur, mais toujours bien trop bas s'ils la voulaient soudainement, à ce point. C'est une bonne affaire, Jacques, a dit Sophie, tout en affaires. Le terrain n'a pratiquement aucune valeur. Nettoyer un ancien site de station service coûterait plus cher que sa valeur. Quand j'ai demandé pourquoi il se souciait d'un terrain sans valeur, l'homme en costume, qui dépensait probablement plus en gel capillaire que moi en course, m'a servi des absurdités corporatives sur la revitalisation communautaire et le développement à long terme. Nous investissons dans plusieurs propriétés de cette région, a-t-il dit tout en douceur. La station de votre père est un emplacement clé pour notre vision. Ouais, bien sûr. Cet endroit est sur une impasse dont personne ne se soucie depuis la construction de la déviation il y a 15 ans. Il n'y a rien à revitaliser ici. J'ai demandé à Sophie comment elle s'était même mêlée à ces types et elle m'a lancé ce regard suffisant. Je sais quelque chose que tu ignores. Disons simplement que je connais du monde. Oh, génial, parce que ce n'est pas du tout inquiétant. Après leur départ, j'ai remarqué une voiture garée dans la rue. Un type avec un appareil photo prenait des photos de la propriété, surtout de la zone envahie par la végétation à l'arrière. Dès qu'il m'a vu le regarder, il est parti. Je n'allais pas rester là comme un idiot. J'ai sauté dans mon camion et l'ai suivi en gardant mes distances juste assez près pour voir où il se dirigeait. Il a emprunté un chemin tortueux à travers la ville. Des classiques, je sais que je suis suivi, mais je n'étais pas novice en la matière. Il s'est finalement garé devant un centre commercial et s'est glissé dans un bureau anonyme aux vitres givrées. Pas de panneau, pas de nom, juste assez vague pour être suspect. Je me suis garé en face, j'ai pris une photo de sa plaque d'immatriculation et j'ai fait quelques recherches. Qui que soient ces types, ils ont discrètement acheté la moitié de la ville l'année dernière. Il ne s'agissait pas seulement de la station-service. Quelqu'un planifiait quelque chose de grand. Le lendemain matin, je suis retourné à la structure métallique que j'avais trouvée. J'ai dégagé plus de lianes et j'ai réalisé que c'était une sorte de vieux équipement de forage. Pas énorme, mais certainement professionnel. Papa n'avait jamais rien mentionné concernant un forage sur la propriété. L'équipement ressemblait à ce qu'on utilise pour prélever des carottes, le genre que les géologues utilisent pour tester ce qu'il y a sous terre. Pourquoi papa aurait-il eu besoin de carottes? Que cherchait-il? J'étais plongé dans les dossiers quand j'ai trouvé une pile de lettres recommandées du département des ressources naturelles de l'État, pleines de jargon mais répétant des phrases. Une lettre mentionnait des réserves potentielles sans préciser de quel type. Puis, j'ai vu un nom Étienne Martin. Je me suis demandé si c'était le même Étienne M des vieilles photos de papa. Puis j'ai trouvé autre chose, une clé scotchée au dos d'un classeur avec une note de la main de papa. Quand le temps viendra. Aucune idée de la serrure qu'elle pouvait ouvrir. J'ai essayé chaque tiroir, chaque classeur et chaque porte. Rien. Mais les choses devenaient bizarres. Mes sœurs ne s'étaient jamais souciées de cet endroit pendant 20 ans. Elles l'appelaient le gouffre financier de papa. Maintenant, elles faisaient soudainement appel à des promoteurs et des avocats. Le lendemain même matin, j'ai reçu un appel de notre inutile maire, M. Lefebvre, l'ancien petit ami de lycée de Sophie, celui qu'elle avait largué parce qu'il n'était pas assez ambitieux. Nous avons reçu des préoccupations concernant certaines violations du code à la station, a-t-il dit de cette voix faussement polie que les politiciens utilisent quand ils sont sur le point de vous arnaquer. Bien sûr, il y a 3 mois, cet endroit était parfait, mais maintenant que mes sœurs le veulent, c'est soudain une catastrophe environnementale. Je commençais à me sentir comme dans un thriller de conspiration à petit budget avec de mauvais acteurs. Au moins, j'avais beau. Je l'ai trouvé en train de creuser obsessionnellement à l'arrière aujourd'hui. Je l'ai éloigné, mais il y est retourné tout de suite. Peut-être que le vieux toutou savait quelque chose que j'ignorais. Quand j'ai vérifié la zone, j'ai trouvé une dalle de béton enfouie sous des années de végétation. Qu'est-ce qu'une dalle faisait là? Et pourquoi Beau agissait-il comme s'il venait de découvrir le sens de la vie? Je n'ai pas eu le temps d'y penser cependant, car le bureau du maire a envoyé leur soi-disant équipe d'inspection. Une blague totale. Ils ont à peine jeté un coup d'œil à la station-service, mais ont passé plus d'1 heure à fouiller le terrain arrière, prélevant des échantillons de sol et prenant des photos.
Quand j'ai demandé ce qu'ils cherchaient, ils m'ont sorti une vague excuse sur des préoccupations environnementales de routine. Bien sûr, après des décennies de désintérêt, ils étaient soudainement profondément investis dans la qualité du sol d'une station-service à moitié morte. L'un des inspecteurs, un jeune homme qui semblait mal à l'aise avec toute cette affaire, m'a tiré à part au moment de partir. « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe ici, a-t-il dit doucement. Mais ce n'est pas une inspection normale. Quelqu'un fait pression sur le département pour trouver des violations. Génial. Donc le maire est définitivement impliqué dans ce que mes sœurs prévoient. J'ai essayé de chercher ce type Étienne Martin, mais c'est comme s'il n'avait jamais existé. Pas de dossier d'entreprise, pas de LinkedIn, rien. Juste un fantôme dans le système. S'il est encore là, il approcherait les 70 ans. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas le genre de gars qui veut être trouvé. Pendant que j'y étais, ma sœur Sophie a appelé le soir même soudainement, toute préoccupée par mon bien-être. « Jacques, je m'inquiète pour toi. La ville te tombe dessus. Les inspecteurs sont partout. Ça va se transformer en cauchemar. » Elle a laissé cela s'imprégner avant de continuer. « Très doucement maintenant. Je ne veux pas te voir traverser ça. » Alors, nous avons parlé aux acheteurs, et ils sont prêts à monter jusqu'à 150 000 €. C'est une énorme victoire pour toi, Jacques. Je suis resté silencieux. Elle a soupiré. Écoute, nous savons tous les deux que cet endroit ne vaut pas la peine. Papa n'aurait pas voulu que tu y consacres ta vie. Et qu'est-ce que papa voulait exactement? Ai-je répliqué. Il y a eu une longue pause. Prends juste l'argent, Jacques. Ça ne va pas bien se terminer pour toi si tu continues à te battre. Était-ce une menace de ma propre sœur? À ce moment-là, je fouillais les dossiers de papa comme un fou, et j'ai trouvé un compartiment caché dans son classeur. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée avec des coordonnées écrites dessus et une pile de documents techniques d'une entreprise datant de 1979. Un tas de jargon géologique que je ne comprenais pas, mais je n'arrêtais pas de voir des expressions comme gisement de haute qualité et économiquement significatif. Cependant, il n'y avait aucune mention de ce qu'il cherchait exactement. J'ai entré les coordonnées dans Google Maps et devinez quoi, elles pointent vers un endroit à environ 50 mètres derrière le garage, juste là où se trouve cet ancien équipement de forage et juste là où Beau n'arrête pas de creuser. En parlant de Beau, le pauvre vieux est le seul à me maintenir sain d'esprit à travers tout ça. Il agissait bizarrement cependant. Il n'arrêtait pas de gémir et de gratter le coffre-fort dans le bureau de papa. Papa n'avait jamais laissé personne toucher ce coffre-fort, pas même moi. Il disait toujours qu'il contenait ses plans de retraite. J'ai essayé toutes les combinaisons auxquelles je pouvais penser. Anniversaires, adresses, rien ne fonctionnait. J'ai décidé d'essayer de dégager davantage cette dalle de béton que Beau avait trouvée. Après 1 heure de fouille, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une dalle aléatoire. C'est le sommet de ce qui ressemble à un bunker ou une structure souterraine. Il y a un joint qui suggère que cela pourrait être une porte ou une trappe, mais je n'ai pas pu trouver comment l'ouvrir. Le lendemain, Océane est de nouveau arrivé 7 fois avec 2 avocats. L'un d'eux m'a remis un document épais détaillant toutes les façons dont la station-service était censée violer les réglementations environnementales, les codes du bâtiment et les exigences de permis d'exploitation. C'est du harcèlement, et vous le savez, lui ai-je dit. Elle n'a même pas nié. C'est des affaires, Jacques. Tout a un prix. Le tien ne fait que baisser de jour en jour. Les avocats ayant de même m'a parlé d'amendes potentielles et de la façon dont la propriété pourrait être saisie pour payer les coûts de remise en état. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ai-je demandé à Océane? Nous construisions des cabanes ensemble dans le jardin. Maintenant tu me menaces avec des avocats? Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose comme du regret traverser son visage. Puis c'est parti remplacé par cette expression d'avocate froide. Grandit Jacques, c'est le monde réel. Papa t'a trop couvé. En partant, j'ai remarqué que Beau avait disparu. Je l'ai retrouvé derrière, creusant frénétiquement au bord de cette dalle de béton. Quand je l'ai éloigné, j'ai vu qu'il avait découvert ce qui ressemblait à une poignée ou un loquet en métal partiellement enfoui. J'étais sur le point de vérifier les choses quand mon propriétaire m'a appelé. Quelqu'un, je me demande bien, qui a déposé une plainte anonyme disant que je dirigeais une entreprise depuis mon appartement. Ce n'est pas le cas.
Et maintenant, j'ai 30 jours pour déménager. Mes sœurs mettaient vraiment tout en œuvre pour me forcer la main. Je me suis juste assis là, à regarder le mur. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je me suis réellement demandé si Océane et Sophie n'avaient pas raison. Peut-être que je n'étais qu'un idiot s'accrochant à un rêve brisé. Peut-être que papa m'a laissé la station parce qu'il se sentait coupable, pas parce qu'il pensait que je pouvais vraiment la gérer. Je n'avais pas d'argent, pas de plan de secours, et maintenant plus d'endroits où vivre. Peut-être que je devrais juste accepter cette offre et partir. Mais ensuite, Beau a gémi, me donnant un coup de patte comme s'il pouvait sentir ce que je pensais. Ses hanches étaient fragiles, son museau grisonnant, mais il était toujours assis à côté de moi comme s'il croyait que je maîtrisais la situation. Si papa a cru en moi, au point de me laisser tout ça, alors peut-être que je devais aussi croire en moi. Alors j'ai passé les 3 heures suivantes à ouvrir le coffre-fort de papa. Il s'avère que la combinaison était la date à laquelle il avait acheté la station-service. J'aurais dû deviner ça plus tôt. À l'intérieur, pas d'argent, pas de lingots d'or, juste un épais dossier intitulé Actifs immobiliers, une petite boîte avec plus de clés et une vieille clé USB. J'avais l'impression de devenir fou. Le dossier, cependant, m'a donné plus de questions que de réponses. Il s'avère que papa ne possédait pas seulement la station-service. Il avait acheté des terres autour depuis des décennies, près de 16 hectares au total. Pourquoi faire une station-service qui rapportait à peine, ça n'avait aucun sens. Je suis resté là à feuilleter les actes de propriété, ressentant un mélange de frustration et d'incrédulité. Pourquoi diable ne m'a-t-il jamais dit? Pourquoi garder ça secret si c'était censé être mon héritage? J'avais besoin de réponses, et vite. J'ai remis les vieux rapports topographiques à un géologue, espérant qu'il pourrait les comprendre. Il a feuilleté les pages, fronçant les sourcils. « Il y a quelque chose ici », a-t-il murmuré, en désignant des marqueurs chimiques. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais il pourrait s'agir de quelque chose de précieux. Comme quoi, ai-je demandé? Il a hésité. Difficile à dire sans un rapport complet, mais ça pourrait être énorme. Je voulais hurler. Chaque fois que je pensais avancer, je me heurtais à un autre mur. Mais rester les bras croisés ne me mènerait nulle part. Alors j'ai pris une pelle, et je suis retourné à cette trappe métallique que Beau avait trouvée. Si papa ne me donnait pas de réponse directe, je creuserais jusqu'à en trouver une moi-même. 3 heures dans le noir, la terre volant partout, la sueur coulant dans mon dos. Chaque muscle de mon corps me criait d'arrêter. Mais j'ai continué. Finalement, j'ai découvert toute la chose, une vieille trappe d'accès menant à une sorte de chambre ou de tunnel souterrain. Et bien sûr, elle était solidement fermée par un cadenas rouillé géant. Je me suis rassis, respirant difficilement, fixant cette trappe comme si elle se moquait de moi. Papa avait passé des années à cacher ce qu'il y avait là-dessous, et maintenant que j'étais enfin prêt, j'avais l'impression qu'il me tenait toujours à l'écart. Ma frustration montait. Qu'est-ce qui était si important qu'il soit allé jusqu'à l'enterrer, puis ça m'a frappé. Cette étrange clé que j'avais trouvée scotchée au dos du classeur. Je me suis précipité vers mon camion, les prises, et j'ai couru vers la trappe, mes mains tremblant, alors que j'insérais la clé dans le cadenas rouillé. Il s'est ouvert d'un clic, comme s'il m'avait attendu tout ce temps, un petit tampier. J'ai hésité une seconde avant de soulever la trappe. J'ai exercé la poignée et j'ai tiré. Rien. Des années de rouille, la veine scellée. Beau a gémi derrière moi alors que je calais mon pied contre le cadre et tirais de toutes mes forces. Le métal a gémi, la poussière a tourbillonné et pendant une seconde, j'ai pensé que tout allait se casser dans mes mains. Puis le seau s'est brisé. Une bouffée d'air vicié m'a frappé et en dessous, un ensemble étroit de marches en béton disparaissait dans l'obscurité. Mon estomac s'est tordu. Ce n'était pas juste un vieil entrepôt, c'était délibéré. Papa l'avait construit pour qu'il soit caché. Lentement, je suis descendu. Ma lampe de poche coupait l'air rempli de poussière. Au fond se trouvait une petite pièce de 2,5 mètres sur 3 mètres étroite froide et bordée de classeurs. Contre le mur du fond se trouvait un vieux bureau avec une lampe à pile toujours intacte, comme si quelqu'un venait de la laisser là. Ce n'était pas juste un espace oublié. C'était le bureau secret de papa. L'endroit était couvert de poussière, mais tout était à l'endroit où papa l'avait laissé. Il avait dû construire cette pièce souterraine il y a des décennies. Mais pourquoi?
Qu'est-ce qui était si important qu'il ait besoin de le cacher? Je n'étais pas préparé à ce que j'ai trouvé, des classeurs remplis de papier. J'avais l'impression de tomber sur quelque chose d'énorme, mais je n'avais aucune idée de ce que je regardais. Puis, j'ai trouvé un article de journal sur la découverte de gisements de lithium dans les États voisins. À l'intérieur se trouvait une note de papa présence confirmée. Maintenant, le jeu de l'attente commence. Attendre quoi que le lithium devienne précieux? Que nous, les enfants, soyons assez grands pour comprendre ce qu'il faisait? Une chose était claire, ce n'était pas une supposition folle. Papa avait passé des années à acheter discrètement de petites parcelles de terrain autour de la station, sécurisant chaque droit minier qu'il pouvait. Certains des documents montraient même des deuxièmes hypothèques sur notre maison et ne s'accrochaient pas seulement à une station-service en faillite. C'était l'œuvre de sa vie. J'ai sorti une carte montrant chaque morceau de terrain qu'il avait acheté et ça a fait tilt. Il avait construit un cercle parfait autour de quelque chose. Chaque achat, chaque déménagement, chaque sacrifice qu'il avait fait menait à cela. Cela m'a fait me sentir coupable. Toute cette année, je pensais qu'il n'était qu'un vieil homme têtu, refusant de lâcher le passé. Il s'est avéré qu'il avait une longueur d'avance. Puis, j'ai trouvé les vieux journaux de maman. Elle savait tout. Dans une entrée de 1992, elle écrivait « François joue le jeu à long terme. Les filles ne comprennent pas pourquoi nous ne prenons jamais de vacances. Ou n'achetons pas de nouvelles voitures, mais un jour tout cela en vaudra la peine. » Elle croyait en lui. Elle avait tant sacrifié pour cela, et elle n'a même jamais pu le voir payer. Quand elle était décédée en 2005, c'était comme si papa avait cessé de vivre pour autre chose. Je suis resté là un moment à regarder son écriture, ayant l'impression de lire quelque chose que je n'étais jamais censé voir. J'ai pris quelques papiers et je suis sorti. Mais avant que je ne puisse même traiter ce que j'avais trouvé, Beau a commencé à grogner vers les arbres. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu quelqu'un se tenir au bord de la propriété. Dès que j'ai crié, ils se sont enfuis. Le lendemain matin, les coups ont continué. Maître Dubois a appelé. Vos sœurs viennent de déposer une injonction d'urgence pour vous empêcher d'endommager ou de modifier la propriété pendant qu'elles contestent le testament. Trop tard pour ça, mais je n'ai pas mentionné la pièce souterraine, puis c'est devenu encore plus bizarre. Un SUV noir est arrivé et 2 hommes en costume d'agent gouvernemental en sont sortis, ressemblant à s'y méprendre à des personnages de mauvais thrillers policiers. Ils ont montré des cartes d'identité vagues, parlant en cercle de développement des ressources et d'évaluation de viabilité des terrains. Des absurdités très officielles. J'ai fait semblant d'être idiot, mais ils n'avaient pas l'air convaincus. Ils ont laissé une carte et ont dit qu'ils me recontacteraient. Même pas 1 heure plus tard, Océane a appelé. Ces hommes ne venaient d'aucune agence d'État Jacques. Ils travaillent pour ce type que j'ai amené ici. Tu dois faire attention à ce que tu dis. D'accord. Qu'est-ce qu'elle essayait vraiment de me prévenir? C'est une première. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Parce que nous sommes toujours de la famille, a-t-elle dit. C'est des affaires pas personnelles. Nous essayons juste de nous assurer que la découverte de papa est correctement gérée. Quelle découverte, ai-je insisté. Elle est restée silencieuse 1 seconde, puis a laissé échapper. Tu ne sais vraiment pas n'est-ce que papa? Puis elle m'a frappé avec ça. Demande-toi pourquoi une société de développement offrirait 250 000 € pour une station-service sur une impasse. Oui, ce chiffre ne cessait d'augmenter. Je n'y ai pas trop pensé. Je suis retourné au bureau souterrain. J'avais l'impression de ne pas avoir encore tout trouvé et j'avais raison. Cachée sous un meuble se trouvait une boîte métallique verrouillée sans clé en vue. Et en plus de tout cela, Beau agit bizarrement, mange à peine fait les 100 pas comme s'il savait que quelque chose allait arriver. Peut-être qu'il ressent juste mon stress. Ou peut-être qu'il en sait plus que moi. J'ai apporté la boîte à un serrurier dès le matin. Le gars m'a à peine regardé avant de l'ouvrir comme si ce n'était rien. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de documents et juste au-dessus, un rapport géologique final bien plus récent que tout ce que j'avais trouvé. Et c'est là que tout a vraiment coulé. Tout est même à gagner de relevés de tests et de transactions foncières, ce n'était pas de simples suppositions. Le rapport confirmait ce que papa devait savoir depuis des décennies. Mon cœur battait la chamade alors que je parcourais le rapport. Au début, ce n'était
que des chiffres et du jargon géologique que je comprenais à peine. Puis, je l'ai vu. Le lithium, la matière dont on fabrique les batteries, celle qui alimente tous des téléphones aux voitures électriques. L'une des ressources les plus précieuses de la planète en ce moment. J'ai cligné des yeux, puis j'ai relu. Réserve de lithium de haute qualité confirmée. Valeur marchande estimée 200 millions d'euros. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas juste quelque chose de précieux. Ce n'était pas une éventualité ou une découverte potentielle. C'était une mine d'or enfouie sous mes pieds. Papa savait. Il a toujours su. Et il a passé sa vie à s'assurer que personne d'autre ne puisse nous le prendre. Mais la technologie n'était pas assez avancée à l'époque pour en être certain ou pour l'extraire efficacement. Alors, il a passé des décennies à sécuriser discrètement les droits miniers de toute la zone parcelle par parcelle, attendant le bon moment. Cet équipement de forage que j'ai trouvé était pour les tests d'exploration initiaux. La pièce souterraine où il gardait tout ce secret pour que personne n'essaie de le lui prendre avant qu'il n'ait tout légalement verrouillé. La boîte contenait également la documentation d'une fiducie établie il y a 5 ans, mettant la propriété entière et tous les droits miniers uniquement à mon nom, effective à sa mort, complètement séparés de son testament. C'est pourquoi mes sœurs peuvent nous contester le testament tant qu'elles veulent. Ça ne changera rien. La fiducie le supplante. Papa s'en est assuré. Dans la boîte se trouvait une épaisse pile de documents et une clé USB. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai branché à mon ordinateur portable. Un dossier est apparu, des fichiers vidéo. Le premier datait de 1969. Papa jeune et excité debout, près de cet équipement de forage quand il était neuf. « Je viens de recevoir les premiers résultats, » dit-il en souriant. « Si ça se passe comme Étienne le pense, ça pourrait tout changer pour notre famille. » La vidéo la plus récente datait d'il y a seulement 6 mois. Papa avait l'air plus vieux fatigué, mais toujours vif. Il regarde directement la caméra. « Jacques, si tu regardes ça, c'est que tu as compris. J'ai toujours su que tu y arriverais. Tu étais le seul à comprendre que la vraie valeur n'est pas toujours évidente. Tes sœurs voulaient des récompenses rapides. Toi, tu as compris la patience et le travail acharné. C'est ton héritage. Pas seulement ce que j'ai trouvé, mais ce que j'ai construit autour. Ne laisse personne te le prendre. » J'ai dû regarder ce clip 20 fois, les larmes coulant sur mon visage. Beau s'est recroquevillé à côté de moi, sa tête sur mes genoux, comme s'il savait exactement ce que je ressentais. J'ai appelé Maître Dubois qui a confirmé que la fiducie était inattaquable. Il était au courant du lithium depuis le début, mais était lié par le secret professionnel. Votre père voulait que vous découvriez cela par vous-même, a-t-il expliqué. Il a dit que vous l'apprécieriez davantage de cette façon. Il craignait également que si il vous le disait directement, vos sœurs puissent d'une manière ou d'une autre le découvrir avant que toutes les protections légales ne soient mises en place. Le vieil homme avait raison. S'il m'avait simplement parlé du lithium, j'aurais probablement fini par en parler à quelqu'un. Peut-être même que j'aurais essayé de me réconcilier avec mes sœurs en leur en parlant. Papa les connaissait mieux que moi. Il savait qu'elles essaieraient de prendre le contrôle. J'ai enfin compris pourquoi mes sœurs, qui ne se sont jamais souciées de cet endroit, le veulent soudainement. Pourquoi le maire déterre des violations de codes aléatoires. Ils savent tous, ou du moins soupçonnent, ce qui se trouve sous cette Mais voici ce qu'ils ne savent pas. La fiducie. Ils pensent même qu'ils peuvent me pousser à vendre, mais papa s'est assuré que ce n'était pas une option. Légalement, j'ai le contrôle total. Quant à savoir comment elles l'ont même découvert les vidéos, m'ont donné ma réponse. Papa avait mentionné avoir travaillé avec un ingénieur minier il y a des années. Ce type travaille maintenant pour surprise, l'un des promoteurs qui essaie de mettre la main sur la propriété. Il a dû faire le lien après le décès de papa et a averti les mauvaises personnes. C'est là que mes sœurs ont soudainement réalisé que la station-service qu'elles avaient mieux passé des années à appeler un gouffre financier reposait en fait sur quelque chose de précieux. Une fois que j'ai confirmé le gisement de lithium et ma propriété légale, j'ai su que je devais gérer cela correctement. Vendre n'était même pas une option. Alors après ça, j'ai fondé ma propre entreprise que j'ai nommée, d'après papa, Les Relais de François S.A. Maître Dubois m'a mis en contact avec des personnes de l'industrie minière, le genre d'experts qui pouvaient vraiment gérer cela sans me couper de mon propre héritage.
J'ai mis en place un arrangement pour que je conserve 65% de la propriété pendant qu'ils gèrent le côté technique. Le meilleur, c'est que nous utilisons exactement les méthodes d'extraction à faible impact que papa avait étudiées pendant des années. Il ne se contentait pas de s'asseoir sur ça, il le planifiait. Et puis, dès que la nouvelle s'est répandue, tout est parti en enfer. Mes sœurs ont lancé tous les arguments juridiques possibles contre la fiducie pour tenter de la briser. Quand cela n'a pas fonctionné, elles ont changé de tactique, affirmant qu'elles avaient un droit à une part en tant qu'héritières. La juge les a littéralement chassées du tribunal en riant. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. C'est là que ça a tourné au vinaigre. Quelqu'un a tenté d'incendier la station-service. La sécurité les a arrêtés juste à temps. Mon appartement a été cambriolé 2 fois, puis le journal local Le Courrier de Villeperdue a publié un article diffamatoire sur la façon dont l'exploitation minière du lithium détruirait l'environnement. L'article était plein d'affirmations dramatiques et de sources anonymes, mais je sais exactement qui était derrière tout ça. Et puis j'ai découvert que quelqu'un avait même essayé de voler beau. Genre, ils ont vraiment pénétré le périmètre de sécurité pour kidnapper mon chien. Qui pense même à ça, il va bien au fait. Il s'avère que même à 12 ans, un Golden Retriever de 34 kilos ne se laisse pas faire tranquillement quand un idiot essaie de l'attraper. Juste après ça, Océane est arrivée chez moi en pleurant, s'excusant, disant qu'elle ne comprenait pas la vision de papa. Elle a affirmé qu'elle n'était pas au courant des cambriolages ou de la tentative d'enlèvement de chiens. Peut-être qu'elle disait la vérité, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle a toujours essayé de me manipuler de la même manière. Nous pourrions diriger cette entreprise ensemble, Jacques, dit-elle d'une voix douce et sincère, exactement comme papa l'aurait voulu, sauf que papa ne voulait absolument pas de cela. C'est pourquoi il s'est assuré qu'elle n'ait d'aucune revendication sur quoi que ce soit. Sophie a adopté une approche différente. Au début, elle a inondé mon téléphone de messages sur l'héritage familial et ce que papa aurait voulu. Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée aux menaces, parlant de révéler à la presse de sombres secrets de famille. Sur papa, ce qui est hilarant, étant donné que le pire qu'il ait jamais fait était de jurer devant la télévision pendant les matchs de football. Oui, trop peu, trop tard. Et maintenant, la ville, qui reconnaissait à peine mon existence, agit soudainement, comme si j'étais son enfant prodige. Monsieur Lefebvre, le même type qui a essayé de me faire fermer, se vante maintenant d'avoir soutenu le développement des entreprises locales. Les voisins, qui n'avaient jamais eu un mot pour moi. Soudain, je suis invité à tous les événements de la ville.